Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence de presse qui vous annonce le menu de la 7e édition de Sérimania. 7e déjà, hein. C'est incroyable à quel point ça va très vite. Donc, je n'ai pas voulu vous dire que c'était notre deuxième saison, puisque 7 et 6 épisodes, puis ensuite une deuxième saison. Donc, le premier épisode de la nouvelle saison de Sérimania. C'est ça ? Non, bon, non. Bon, bref, je voulais simplement indiquer que depuis l'origine, évidemment, vous avez été nombreux à noter les changements, les évolutions, et c'est plutôt les élargissements. Nous avons vraiment essayé de rentrer dans le calendrier international des grandes manifestations. Je pense que nous y sommes presque arrivés. On ne peut jamais dire qu'on est arrivé, parce qu'il y a une concurrence qui est très sévère. Mais en tout cas, maintenant, la marque Sérimania est une marque qui est connue. Et notamment sur le marché principal des séries que vous connaissez, le marché américain, et nous voulons qu'elle soit aussi connue sur les autres marchés internationaux. Alors mon rôle à moi, c'est de remercier les parrains, et je ne le ferai pas de manière comme ça, en citant la liste, encore que je vais être un petit peu obligé moralement de le faire pour les remercier, mais simplement pour vous indiquer que Sérimania est une institution qui a maintenant le soutien de toutes les grandes institutions françaises et européennes. Je vais les citer. Là, vous allez voir, nous avons, heureusement pour nous, parce que c'était une opération qui est assez coûteuse, assez ambitieuse, le Forum des images ne pourrait pas la financer seul, et nous avons réussi à avoir l'appui qu'on peut dire, en tout cas, toutes les grandes institutions françaises. Bravo Laurence, en tout cas, pour ça. Alors, en premier lieu, je voudrais remercier deux partenaires essentiels, le Rex et UGC. Pourquoi partenaires essentiels? Parce que ce sont des partenaires qui vont maintenant nous permettre d'élargir notre assise géographique et notre capacité d'accueil. Et je pense que c'est de bon augure pour les prochaines étapes. Merci. Je sais qu'ils sont là représentés dans la salle et je les remercie. Alors nous avons ensuite tous les grands partenaires institutionnels que je viens de citer, le CNC, la SACD, la ProCirep. Je vois qu'il y a le Fonds culturel franco-américain de la SACEM, que je remercie. TV France International également. Et puis nous avons évidemment les grands partenaires diffuseurs. Je les cite aussi, OCS, Canal+, France Télévisions, Arte. Attendez, je fais très attention. Et puis parmi les producteurs et les groupes de producteurs, Gaumont, Red Arrow International, Newen, Lagardère Studio et nos deux mécènes, Haut-Écourt et Makeover. Voilà. Est-ce que j'ai oublié encore Attends, mais j'y viens. Et en conclusion, bien entendu, vous savez que le Forum des images est une institution qui est évidemment ancrée géographiquement sur la région parisienne et Paris en particulier. Et je remercie bien entendu le soutien permanent de la mairie de Paris qui est à l'origine de notre association. Et puis bien sûr maintenant la région Île-de-France. Je l'ai bien descendu. Bon. Rassurez-vous, il y aura d'autres parrains qui vont venir au cours des années qui viennent, donc la liste ne peut que s'allonger. Voilà, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Laurence pour la présentation de cette 7e édition. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous revoir cette année pour un des moments qui est un des temps forts du Forum des images. Et bien sûr, il y en a d'autres. Alors, effectivement, cette édition est une édition qui grandit. Et je vais commencer par ces grands invités. Ces grands invités sont cette année américains, effectivement, des hommes. Je commence tout de suite à prévenir contre les critiques, mais on a le plus grand, on a David Chase comme président du jury de cette nouvelle compétition que nous créons cette année. C'est ce qu'on pouvait rêver de mieux, c'est le boss, c'est le parrain, donc quoi de mieux pour inaugurer cette compétition que d'avoir comme président du jury David Chase. Le deuxième grand invité, c'est Clyde Phillips. Clyde Phillips, c'est devenu un ami, c'est celui qui nous a fait confiance dès la première saison. Personne ne savait ce que c'était que Sérimania. Aux États-Unis, personne ne savait ce que c'était que le Forum des images. Sérimania, c'était le showrunner extrêmement connu de Dexter. Il est venu en France et du coup, ils sont tous venus après lui. Et il revient cette année avec une avant-première mondiale de sa dernière série, Feed the Beast. Le troisième grand invité, c'est Cuba Gooding Jr., qui est un acteur très connu aux États-Unis. Il a eu d'ailleurs
un Oscar pour un second rôle dans Jerry Maguire. Et là, il a une interprétation absolument fantastique dans American Crime Story, qui est l'histoire de O.J. Simpson. Il incarne, il vit, il est exceptionnel dans cette série qui retrace toute l'histoire de O.J. Simpson, avec derrière, et on l'aura en masterclass, la question fondamentale: comment vous interprétez et comment vous avez la bonne distance pour interpréter un personnage aussi controversé que O.J. Simpson. Donc, avant d'aller plus loin dans la présentation de cette saison, je voudrais qu'on vous la présente en images, 7 à 8 minutes d'extrait, et je vous rejoins tout de suite après. Voilà, c'était pour vous mettre en appétit. J'espère que vous avez été, comme nous, très sensibles à la diversité extraordinaire de toutes ces histoires racontées. On a fini là sur Vinyl, qui est vraiment une série extrêmement forte, et elle a été déjà diffusée en partie sur OCS, mais elle fera l'ouverture au Grand Rex du festival Sérimania. J'imagine que vous verrez tous l'impact de cette musique, de ces images sur l'écran absolument magnifique du Grand Rex. Avant de rentrer dans la sélection et dans la présentation de toutes les séries qu'on a retenues avec Frédéric, le directeur artistique du festival, j'avais envie de vous parler des grandes tendances de ce que nous avons vu. On a vu 235 séries de 40 pays, et on en a retenu 54 provenant de 17 pays. Alors vous allez me dire, pourquoi 17 alors que vous en avez vu 40? Parce qu'en fait, c'est toujours très compliqué. Il y a des pays où il y a une vraie créativité, quelque chose qui s'exprime, mais c'est difficile de la montrer en festival. C'est l'Inde, c'est la Turquie, mais on voit arriver aussi l'Albanie, et il y aura vraisemblablement des choses qui seront intéressantes. On a vu arriver aussi Abu Dhabi. Donc ça, c'est les séries qui viennent, qui ne sont pas forcément des séries, c'est des séries très intéressantes. Voilà, on a choisi ce qui nous semble intéressant pour vous de voir. Alors là, une grande tendance, c'est l'implication de grands écrivains. C'est de la littérature qui dialogue avec la série. L'arrivée de Harlan Coben lui-même dans The Five, qui travaillera et qui monte sa première série. Il sera là. C'est Leonardo Padura qui sera là aussi, le grand écrivain cubain. Il y a beaucoup d'adaptations de grands auteurs, comme Philippe Cadic, comme John le Carré, comme Tolstoï, vous l'avez vu, mais Tolstoï, lui, ne sera pas là, la série. Alors, c'est aussi toujours la force réaffirmée du polar. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait que toutes les chaînes ont besoin de polar, mais c'est vrai. Mais de plus en plus, les polars racontent aussi quelque chose des sociétés dans lesquelles elles sont faites dans la culture des pays. C'est fascinant, l'univers varié des polars. Alors, on ne l'a pas vu ici, mais il y a quelque chose qui se passe aussi qui nous a beaucoup étonnés, c'est l'arrivée en provenance d'Asie de séries qu'on a appelées OVNI, atypiques. Alors, il y en a une qui est quand même assez, je vous la pitch en une seconde, c'est une série japonaise, Prison School, qui reprend l'univers du manga avec ce qu'on connaît de l'obsession sexuelle dans la culture japonaise pour les jeunes écolières en jupe courte. C'est traduit en série, c'est ce qu'on appelle un ovni. Alors, les univers étranges arrivent aussi également en force. On a par exemple les récits aborigènes avec des créatures qui ne sont pas humaines et très poilues. Les univers carcéraux extrêmes en Argentine. Ça sera une série en compétition remarquable. Ou les expérimentations psychédéliques à la Twin Peaks. Donc, on voit arriver comme ça tous ces univers un petit peu différents. J'oublie pas, bien sûr, les séries politiques. Ça, c'est une grande tendance. Les Arabes israéliens qui reviennent, Sayed Kashoua. L'extrême droite en Allemagne, juste après la chute du mur. Les SDF, la drogue, donc tout un univers politique. Et puis, il faut quand même aussi s'attarder une seconde sur ce phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de séries télé sans télé. Donc ça, c'est un phénomène que l'on connaît tous, c'est Netflix, c'est Amazon. Cette année, ça sera aussi Hulu, qui est en fait le contrepoint des studios américains et voilà, un peu leur réponse à Netflix. Elles sont très importantes. Par ailleurs, on aura un nombre impressionnant d'invités. Sayed Keshoua, qui était palestinien-israélien déjà venu pour sa satire Travail d'arabe. Frank Spotnitz, l'auteur de The Man in the High Castle. Lucia Puenzo,
qui est une scénariste argentine, qui est déjà allée plusieurs fois à Cannes avec ses films, à un certain regard, hein, je crois, Frédéric, XXY notamment, et qui là montre bien, elle illustre bien la tendance de plus en plus de gens de cinéma de venir dans la série, et on aura une vingtaine d'autres invités. Alors la sélection, tout d'abord la compétition. La compétition, c'est un choix qui est le nôtre, subjectif, de montrer des séries qui n'ont pas encore été diffusées dans leur pays, qui n'ont été diffusées nulle part. Il y a 2 exceptions peut-être déjà dans leur pays, et qui montrent la variété de ce qui est, de ce que sont les nouvelles tendances des séries télé. Et je laisse Frédéric vous en parler. Alors, on va commencer donc par les 8 séries retenues pour la première compétition internationale. Donc 6 premières mondiales effectivement avant diffusion dans les pays d'origine et 2 juste après. Je commence par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux. Donc par la série Beau Séjour, dont vous avez vu le trailer, un vrai coup de cœur en provenance de Belgique, une série flamande qui confirme la créativité de cette région après Cordon et bien d'autres montré déjà ici à Sérimania. Un thriller à la fois naturaliste et fantastique, particulièrement émouvant, autour d'une jeune femme qui, comme vous l'avez vu, se réveille couverte de sang dans un bien étrange hôtel. Ça sera Arte qui diffusera la série en France, et d'ailleurs la première, vraiment le lancement en Belgique n'aura lieu que début 2017, donc c'est une vraie exclusivité. Ensuite, une série française, également Arte, qui s'intitule Cannabis, dont nous aurons vraiment la première projection publique, produite par Tabo, Tony Marshall, un portrait choral et réaliste des différentes strates d'un réseau de drogue entre le Maroc, l'Espagne et la France, et filmé, il faut le noter aussi, par une jeune cinéaste française, Lucie Borletot, révélée il y a 2 ans par Fidelio, l'Odyssée d'Alice. Troisième série, un vrai choc en provenance d'Argentine, tu l'as évoqué, El Marginal, quand on parle mal espagnol comme moi. Une immersion brutale dans un milieu carcéral argentin qui semble quasi autogéré par les prisonniers et qui nous entraîne sur les traces d'un faux prisonnier infiltré qui va devoir y développer ses capacités d'adaptation. Quatrième série très attendue, celle-là une coproduction entre la Suède, la SVT et la France, Canal+, création originale, Jour polaire, Midnight Sun, dont nous aurons les 2 premiers épisodes par les auteurs de Brown, The Bridge, un thriller donc avec Leila Bekti en tête de casting. Elle sera là pour la présenter, filmée, je dois dire, de main de maître par les 2 réalisateurs, aussi bien dans la lumière des jours sans fin de la Laponie que dans le 18e arrondissement plus prosaïque de Paris, mais en tout cas c'est assez magistral. 5e série en provenance d'Israël, cette fois-ci Mama's Angel pour la chaîne Yes. Pareil, la série est en finition, on lutte même pour réussir à avoir 2 épisodes et on les aura. Une série très soignée dans sa réalisation, articulée autour de la disparition d'un enfant dans un quartier en apparence tranquille, mais où l'enquête va faire surgir des problématiques récurrentes de la société israélienne, en particulier la religion évidemment, et puis l'immigration et la force du patriarcat. 5e série, non déjà 6e, Nobel, série norvégienne, faite pour la télévision publique NRK, d'une efficacité absolument redoutable. On a tous été très impressionnés. Une série qui oscille entre espionnage et géopolitique sur le retour d'Afghanistan d'un soldat norvégien qui tente de reprendre une vie normale mais se retrouve vite rattrapé par une mission secrète. Ensuite, The Five, vous avez vu le premier extrait, donc cette première création originale d'Harlan Coben qui avait déjà été adaptée, mais c'est sa première création originale, et qui nous entraîne donc dans une recherche de vérité au sein d'un groupe d'amis marqué par la disparition d'un enfant, vous l'avez vu, 20 ans plus tôt, mais dont on retrouve soudainement la trace. Et enfin, l'Australie, qui est toujours un des pays les plus créatifs, avec un véritable ovni high concept, comme on dit, The Kettering Incident, pour la chaîne publique ABC, autour d'une jeune femme qui vit à Londres et qui se retrouve soudain télétransportée dans son village d'origine en Tasmanie, avec une esthétique tout à fait formidable et très très singulière, et avec des interprétations, je veux dire, très multiples de ce qui s'y passe. On n'est toujours pas tous d'accord dans le comité de sélection. Alors, pardon. Voilà, c'est bon. On va passer alors après à ce que nous appelons le panorama, mais qui fait aussi l'objet d'autres prix, mais pas de la compétition avec le jury international. Et on va commencer par les séries américaines. Voilà. Alors les séries américaines, toujours quelque chose qui est absolument impressionnant dans les séries américaines, c'est qu'elles réussissent dans des genres toujours très codifiés
à parler de leur société et à parler des mots récurrents, d'ailleurs, de la société américaine. Alors juste dire aussi que pour la première fois, donc, il y aura un prix attribué par l'ACS, l'Association française des critiques de séries, donc c'est une nouveauté de cette année. Et donc ils vont regarder, ils les connaissent déjà beaucoup parce que les séries américaines qu'on va présenter sont à la fois une sorte de best-of de la saison en cours et puis des toutes dernières nouveautés, mais ils donneront donc leur série coup de cœur au moment du palmarès, donc le prix de la critique française. Alors je ne reviens pas sur Vinyl, série d'ouverture absolument incroyable avec un pilote énorme de Martin Scorsese qu'on verra sur grand écran au Grand Rex. Je dis tout de suite un mot peut-être de la série de clôture, une série justement de Hulu, cette plateforme qui semble vouloir rattraper Netflix cette année. Ils mettent les bouchées triples, qui s'intitule donc 11-22-63, c'est la date de l'assassinat de Kennedy, et elle sera diffusée par Canal+ en France. C'est l'adaptation du best-seller de Stephen King, un thriller historique matiné de fantastique dans lequel James Franco remonte le temps pour essayer d'empêcher cet assassinat de JFK. Alors, sur les networks américains, eh bien, chez nous, c'est ABC le grand gagnant. ABC et 2 séries qui seront diffusées sur Canal+ également, avec le 2e volet plutôt que la 2e saison de American Crime, qui est une série d'anthologie de John Ridley, qui effectue saison après saison une radiographie des maux de l'Amérique contemporaine. Cette fois-ci, Felicity Huffman qui revient, mais qui a un rôle complètement différent. Il incarne une proviseure d'un lycée privé qui tente d'étouffer un scandale d'agression sexuelle sur un de ses élèves. Alors aux antipodes, parce que ABC c'est aussi des séries comme ça, on a la nouvelle série de Shonda Rhimes qu'on pourra voir sur grand écran, The Catch, qui est lancée demain aux États-Unis. Cette production de Shondaland, parce que vous savez que c'est tout un univers. Shonda Rhimes occupe maintenant avec cette série 4 créneaux le jeudi soir sur ABC. Avec Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Et cette fois-ci, donc, c'est une série très pétillante autour d'une spécialiste des fraudes qui découvre que son futur mari est un escroc. Et c'est un jeu du chat et de la souris hyper stylisé à coup de montage survitaminé et de split screen très 70s. Enfin, je ne vous en dis pas plus, on le verra ensemble sur grand écran. Sur les chaînes câblées maintenant, sur la chaîne FX, donc on verra American Crime Story, The People versus O.J. Simpson, qui sera diffusé par le groupe M6 en France, donc en présence de Cuba Gooding Jr., on en a déjà parlé. C'est une série du boulimique Ryan Murphy. Et puis sur une chaîne qu'on n'avait pas trop venir jusque-là, USA Network, qui appartient au groupe NBC, 2 séries dont leur grand succès surprise de l'année qu'on pourra rattraper si on ne l'a pas vu, mais je rappelle que c'est la première projection officielle en France, Mr. Robot, sur lequel on reviendra, un véritable succès critique surprise de la saison écoulée, et c'est une série qui nous plonge dans l'univers d'un hacker toxicomane qui rejoint une ligue de cyber-justiciers avec un incroyable Rami Malek dans le rôle principal. Et ça sera suivi d'une conférence d'analyse qu'on organise ici par le journaliste Xavier Delaporte. C'est une série qui a été acquise par France 2 et on en est ravis, à la surprise générale, je dois dire, mais c'est un signe aussi de l'ouverture de d'autres types d'acquisitions sur France Télévisions. Autre série de USA Network, Colony, qui elle sera diffusée sur TF1 en France, nouvelle création de Carlton Cuse, qui vient d'être lancée, dans laquelle le monde est occupé par des extraterrestres invisibles qui déploient des drones, et où un couple s'engage dans les voies opposées de la collaboration et de la résistance. C'est presque un traité de philosophie, mais interprété par des acteurs très athlétiques, puisqu'on voit Josh Holloway, quand même, qui doit faire pas loin de 2 mètres, dans Lost, et puis Sarah Wayne Collis de The Walking Dead. Juste un mot, en fait, le couple, moi je trouve ça, je la trouve très intéressante. Elle est très codée, ils sont effectivement très beaux, mais il y a un truc très intéressant, c'est que lui va collaborer et elle va entrer dans la résistance. Et c'est un couple qui s'aime, et ça pose quand même des questions assez fondamentales de comment, dans un couple, vous pouvez avoir des opinions aussi différentes. Oui, ça arrive. Elle est très forte, hein. Alors, on revient évidemment sur HBO, au-delà de vinyle. On aura l'occasion de faire un autre rattrapage, c'est Show Me a Hero, la dernière série de David Simon, quand même, The Wire et Treme. Une occasion vraiment en or de rattraper en intégrale cette mini-série trop peu vue cet été. Je ne sais pas ce qu'on faisait tous, mais en tout cas, on a été nombreux à la rater. On la reverra sur grand écran. C'est une série qui suit le combat d'un jeune maire interprété par Oscar Isaac, qui est contraint par la justice de faire construire des logements sociaux contre l'avis des habitants de sa ville. Et c'est une série qui est diffusée en France par OCS. Elle n'est pas un peu d'actualité ?
Ben, je me demande. C'est vraiment bizarre, ça. Oui, ça me dit quelque chose. Ben, David Simon est très fort là-dessus. Bien que ça se passe dans les années 90, c'est adapté d'une histoire vraie, mais je crois que c'est d'actualité. Alors sur le AMC, donc on aura la première mondiale de Feed the Beast de Clyde Phillips, qui est adaptée de la série danoise Broke. Et voilà, on verra le pilote, on en est ravis. Et puis une série qui vient d'être lancée sur Sundance TV, qui est dans le même groupe et sur laquelle on a une vraie tendresse, Hap and Leonard, comédie noire et attachante à l'esprit pulp revendiqué, sur la quête d'un butin oublié, avec un cast quand même assez spectaculaire et assez drôle. James Purefoy, William K. Williams, qui est extrêmement connu pour le rôle de Omar dans The Wire et qui revient. Et puis la toujours ondulante Christina Hendricks, même après Mad Men, et qui est vraiment une vraie pépite. J'apprécie parce que dans ton premier texte, tu avais mis plantureuse. Et Non, moi, je me suis dit... Pourquoi tu le dis? J'ai mis ondulante. Mais non, mais c'est bien mieux. Voilà, c'est bien mieux. Ondulante. C'est plus élégant. C'est plus élégant. Voilà. Alors... C'était ma remarque féministe. Alors, on continue cette longue liste de séries américaines. Showtime nous amène cette année Billions, qu'on verra sans doute bientôt en France, ancré dans le monde sans pitié de la finance, un thriller judiciaire qui suit le combat, je dois dire, assez féroce d'un procureur intraitable et d'un multimillionnaire cynique, interprété par deux fauves vraiment survitaminés, Paul Giamatti et Damian Lewis, qu'on avait vu évidemment dans Homeland. Et puis, alors on en est très heureux parce qu'elle va être lancée juste avant Série Mania, en provenance de Starz, et ça sera diffusé également sur OCS. Nous aurons les 4 premiers épisodes de The Girlfriend Experience, qui est donc une adaptation du film de Steven Soderbergh du même titre. Là, il est producteur exécutif et il a confié la réalisation à Lodge Kerrigan, qui vient lui aussi du cinéma indépendant américain. Il avait fait Keane, on s'en souvient. Et c'est une série qui explore avec beaucoup de finesse et distance l'initiation d'une jeune étudiante en droit, aux relations tarifées, comme on dit, pour être poli. En tout cas, c'est vraiment une exploration de cette tendance dans un monde capitaliste qui semble aussi maintenant régir l'espace privé du sexe. Et puis je vais terminer donc avec ces nouveaux acteurs de la télé sans télé américains, donc avec Amazon, qui nous amène à non seulement The Man in the High Castle, qui est donc le premier drama qui a été sorti de leurs appels à projets un peu tous les ans, où ils font voter sur des nouveaux pilotes, donc avec Frank Sputnik, l'auteur, le créateur, qui sera là pour nous montrer cette adaptation du roman de Philippe K. Dick, une uchronie spectaculaire qui nous plonge dans une guerre froide entre l'Allemagne et une après-guerre froide entre l'Allemagne et le Japon, supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et qui se sont partagés les États-Unis. Hulu. On revient parce que Hulu vraiment semble ne pas vouloir se laisser distancer par Netflix. On aura donc non seulement 11-22-63 en clôture, mais Casual, qui sera diffusé en France par Canal+. Une création de Jason Reitman, qui avait fait Juno au cinéma. Un portrait doux amer, très attachant, d'une cohabitation familiale surprenante entre un frère qui gère un site de rencontre sur Internet, sa sœur divorcée qu'il essaye de recaser, et sa fille ado, plutôt plus équilibrée que les deux d'ailleurs. Vraiment une dramédie qui, mine de rien, à nouveau rebat les cartes de la sexualité et des sentiments. Et puis une série qui ne sera lancée que dans une semaine sur Hulu, The Path, produite par Jason Katims, qui avait fait Friday Night Lights. Une fiction qui explore les dérives de la foi et du pouvoir dans certaines communautés religieuses aux États-Unis, où on verra s'affronter un leader charismatique interprété par Hugh Dancy, qui était dans Hannibal, et puis un père de famille tourmenté, où on va leur retrouver avec plaisir Aaron Paul, qui était dans Breaking Bad. Donc ne vous précipitez pas sur vos ordinateurs et Internet, vous les verrez sur grand écran dans 3 semaines. Voilà. Et on termine avec Netflix, qui, voilà, on a beaucoup discuté avec eux, parce qu'évidemment Netflix, c'est de la diffusion maintenant en direct en France, mais on va reprendre un vrai coup de cœur partagé pour le rattraper pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Master of None, les tribulations sentimentales et personnelles de Dave, un acteur new-yorkais d'origine indienne de 30 ans, un autoportrait très clair de ce comédien de stand-up Aziz Ansari, qu'on avait vu dans Parks and Recreation, et qui évoque en filigrane une génération précaire, un peu perdue, et qui subit quand même un certain racisme, il faut le dire, dans son métier. Voilà pour les États-Unis, un beau programme, je crois. On va essayer peut-être d'être un tout petit peu plus rapide, parce qu'il y a encore un long programme, et on va commencer par tout de suite les Anglaises. Les Anglaises, c'est la qualité british, c'est toujours incontournable. Voilà, donc les Anglais cette année appartiennent à ce qu'on appelle le Panorama, où il y aura donc un prix décerné par un jury de blogueurs. On a toujours plaisir tous les ans à recevoir ici. Donc les Anglais, effectivement, rien à dire. Ils sont quand même vraiment toujours en tête.
avec 6 séries cette année, et toutes, je dois dire, en provenance de la BBC. C'est un quasi-festival BBC. On va donc aller un peu plus vite. Capitol, une série qu'on présentera en intégrale de 3 épisodes, qui dépeint les tourments d'une rue londonienne dont les habitants sont bouleversés par la réception d'un message anonyme, il faut dire plutôt perturbant, puisqu'on leur dit « We want what you have », nous voulons ce que vous possédez, ou comment agiter un microcosme social observé à la loupe. Voilà, une très belle mini-série. Close to the Enemy, première mondiale de cette série de Steven Poliakov, qui avait fait Dancing on the Edge, une série très épurée, stylisée, pour évoquer quelque chose que moi, j'avoue, j'ignorais, mais c'était la course dans l'immédiate après-guerre des services secrets britanniques pour débaucher des nazis avant même qu'ils ne soient jugés, pour commencer à récupérer leurs connaissances scientifiques dans la perspective de la guerre froide avec la Russie qui allait rapidement arriver. Un vrai coup de cœur derrière en troisième, London Spy, une série d'espionnage complotiste d'une intensité incroyable avec un Ben Whishaw impressionnant. Une histoire d'amour tragique avec son amant qui s'avère révéler qui s'avère cacher un abîme de secrets. Et puis en bonus, une Charlotte Rampling, un rôle secondaire absolument inoubliable et assez terrifiante, il faut le dire. Autre série impeccable, british jusqu'au bout des ongles, The Night Manager, adaptation de John le Carré sur fond de printemps arabe, autour de la découverte par un directeur de nuit d'hôtel au Caire d'un trafic d'armes orchestré par un machiavélique personnage interprété avec une certaine gourmandise par Hugh Laurie, ex-Dr House. Ensuite, une série vraiment bouleversante, 13, qui vient d'être lancée sur BBC 3. BBC 3 a arrêté de diffuser linéairement et maintenant a lancé une plateforme, et c'est leur première série sur cette nouvelle plateforme, l'histoire donc de la jeune Ivy, qui s'échappe à 26 ans d'une cave où elle a été retenue pendant 13 ans, et avec un difficile retour à la vie et beaucoup de zones d'ombre à dévoiler. Une série de femmes réalisée et écrite par une jeune femme, Marnie Dickens. War and Peace, on l'a vu. Là aussi, c'est le savoir-faire britannique, quand même, ces séries en costume. Bon, une fois passé le choc d'entendre des Russes parler anglais au 19e, c'est une série particulièrement fidèle à l'esprit du roman de Tolstoï par le grand Andrew Davis, et avec un casting all-star emmené par un formidable Paul Dano, et avec une mise en scène qui fait la différence, je dois dire, de Tom Harper, qui était aussi aux manettes de Misfits et Peaky Blinders, et voilà, c'est là aussi qu'on voit la modernité arriver. Et puis enfin, je sais que ce n'est pas l'Angleterre, je ne veux pas faire d'impair, mais pas loin à côté, une série irlandaise qui s'appelle Rébellion, et qui justement, c'est une série qui va nous commémorer les 100 ans de l'insurrection de 1916, qui a abouti à la naissance de l'Irlande moderne, avec une vraie originalité dans le parti pris qui consiste à suivre 4 personnages de femmes qui furent au cœur de cette rébellion historique. Voilà, Rébellion. Alors maintenant, les Nordiques, toujours très représentés dans le monde des séries. Ben voilà, c'est l'autre pôle créatif maintenant confirmé année après année, avec beaucoup de polars. Voilà, il y a 4 séries, dont 3 polars. North Cove, une série danoise de TV2 qui sera diffusée sur Arte en France. Un polar écrit par une femme aussi. On a beaucoup de séries de femmes cette année, il faut le noter, qui mêlent habilement des intrigues familiales et sociétales dans une ville danoise portuaire, filmée de manière très réaliste, ébranlée par un trafic de drogue touchant des adolescents. Ensuite, de Suède et de la SVT, nous avons Springtide, un thriller noir, évidemment, dans lequel une étudiante rouvre une vieille enquête non élucidée et qui va la mener dans le monde des SDF qui subissent des assauts répétés d'une bande de jeunes gens un peu désaxés. Border Town, un autre style en Finlande, avec donc la chaîne Yle Public. C'est une première mondiale, une série policière sur un flic vraiment étonnant, très décalé, doté de capacités déductives hors normes et qui croit naïvement trouver le repos en se faisant muter dans une petite ville perdue à la frontière russe, mais évidemment ça ne va pas être le cas. Et enfin, un véritable ovni qui n'est pas un polar, et donc il ne faut pas le rater quand même. Lola Upside Down, là aussi première mondiale de cette deuxième série finlandaise. Un univers absurde et inquiétant qui convoque à la fois des parades de majorettes, des jeunes filles en quête d'identité, une handicapée très agressive et des personnages loufoques qui se mettent à danser parfois au large des côtes finlandaises, là où, Dixit dit à l'un des personnages, on ne vient que pour mourir. Voilà, Lola Upside Down.
Voilà, il y a aussi bien sûr l'éveil de l'Allemagne et de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, dont un des représentants de HBO Europe est dans la salle, Gary Buckland, et on doit beaucoup à HBO Europe pour la créativité que l'on connaît, on voit depuis quelques années à l'œuvre de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchéquie. Bravo, Gary. Alors donc justement, Pacte, vous avez vu cet extrait avec ce personnage voilà, qui s'immole par le feu. Adaptation donc polonaise, c'est un cas d'étude très intéressant qu'on détaillera d'ailleurs dans la partie professionnelle, dans les assises de la coproduction avec le CNC. Adaptation polonaise de la série norvégienne Mammon, que vous avez peut-être déjà vu, qu'on avait présenté à Sérimania. Et c'est un thriller vraiment vertigineux et je dois dire magnifiquement photographié et réalisé, et qui prouve qu'on peut faire circuler les idées en Europe en s'appropriant localement une histoire inventée ailleurs. C'est une vraie réussite. Et puis en Allemagne, évidemment, on avait Deutschland 83 l'année dernière. Cette année, on a une série qui va être, je pense, un vrai choc, qui va provoquer beaucoup de discussions en Allemagne. Elle va être lancée là, dans une semaine et diffusée début avril. NSU, German History X, une mini-série en 3 parties dont on montrera le premier volet. Un vrai choc. Hein. Ce sont 3 parties, autant de points de vue sur une vague de crimes racistes ayant secoué l'Allemagne au début des années 2000, suite à la radicalisation d'une certaine jeunesse d'Allemagne de l'Est après la chute du mur de Berlin. On en parlera parce que c'est vraiment une série très forte. Alors les autres zones créatives, mais que l'on connaît déjà, Israël, l'Amérique latine, l'Australie. Alors Israël, donc on a le retour de Sayed Keshwa qui était venu pour Arab Labor il y a déjà plusieurs années. C'est cette fois-ci une autofiction très attachante, The Writer. Autofiction tout sauf complaisante, parce qu'il est assez dur avec lui-même, sur la rançon du succès d'ailleurs de Arab Labor, sur une crise existentielle typique des quarantenaires, et un regard très acéré sur la constante difficulté de vivre en Israël avec toutes les tensions que l'on connaît. D'Amérique latine, on aura donc déjà cette série sur les prisons en Argentine en compétition, mais 2 autres titres. Une autre série argentine, il y a vraiment quelque chose qui se passe en Argentine, il faut le dire. Chromo, première européenne de cette série qui est un thriller écologique assez captivant dans des paysages vraiment spectaculaires jusqu'en Antarctique, filmé par 3 cinéastes de la nouvelle vague argentine, donc, dont Lucia Puenzo qui sera là et qui avait été effectivement découverte à Cannes en 2007 avec XXY. Et puis, tu en as déjà parlé, Leonardo Padura qui adapte dans 4 Seasons in Havana, produite en Espagne et en Allemagne, ses romans, fidèles à son personnage central du Condé, lieutenant de police mélancolique à Cuba dans la période des années 90, dite de période spéciale. Donc voilà, on est un peu en retrait de l'actualité aujourd'hui, mais c'est une occasion à chaque enquête de lever le voile sur une des contradictions de la société cubaine. Et je dois signaler que c'est la première acquisition de Wild Bunch qui s'est lancée aussi dans la distribution des séries télé. L'Australie, alors avec une série où je sais que c'est un de tes coups de cœur. Moi, j'en parle, allez. Cleverman. Il faut voir Cleverman. Cleverman, c'est une série de genre. C'est vraiment, et vous êtes dans la culture aborigène, c'est-à-dire que là, vous avez des subhumans, c'est-à-dire des sous-humains. Ils ont un ADN différent du nôtre. Ils sont extrêmement poilus. Et c'est en même temps une série extrêmement politique sur toutes les exclusions. Donc ce qui est très fort dans Cleverman, c'est qu'à la fois c'est une série de genre et une série politique universelle sur tous les marginaux. Et on espère avoir le créateur, Ryan Griffin, qui est lui-même aborigène à ne pas rater. Et qui est assez formidable. Voilà. Alors maintenant, les Françaises ou les francophones, vous savez qu'on a traditionnellement une compétition française. On l'élargit un petit peu cette année. Ce n'est pas une compétition française, c'est une compétition francophone. Qui sera donc aussi récompensée par 3 prix décernés par un jury de la presse internationale, comme tous les ans. Avec, oui, cette année, une entrée en force, et on en est ravis. Et puis, c'est peut-être aussi un petit message de sympathie après ce qui s'est passé hier, mais nos amis belges francophones, wallons, qui ont 2 séries parmi ces 6 séries, suite à un appel à projet très volontariste de la RTBF, qui a fait un appel et qui a sélectionné 2 séries, dont l'une est en cours de diffusion et l'autre le sera au mois de mai. Et on a les 2 titres, j'y reviendrai après. Je commence par les 3 françaises. Quelque chose qui va être, je pense, un grand moment, parce que c'est une série très spectaculaire et qui fait assez peur. Au-delà des murs, de Hervé Admar et Marc Herpoux, filmé par Hervé Admar, dont on a vraiment la première projection
public. On en présentera l'intégrale des 3 épisodes, une série concept fantastique, très cérébrale, mais aussi extrêmement prenante, avec une actrice que j'adore personnellement, Verle Bettens, qui avait été découverte dans Alabama Monroe, et qui est vraiment incandescente dans ce jeu de pistes, et avec une approche esthétique qui détonne vraiment dans la création, la production française, on peut le dire. Voilà. De chez OCS, voilà, OCS continue son petit bout de chemin avec OCS Signature, avec ses styles de série très particuliers, avec ses formats courts d'une 20aine de minutes. Et nous avons là une série très attachante intitulée Irresponsable. Première création issue d'un pilote du département TV de la FEMIS, une série donc de Frédéric Rosset qui accompagne le retour chez sa mère d'un trentenaire un peu loser, dont la vie va être bouleversée par des retrouvailles assez inattendues. Et puis une série de TF1 qui sera lancée, je crois, juste après Série Mania, intitulée Sam, adaptée de la série danoise Rita, réalisée malheureusement par quelqu'un qui vient de décéder, Valérie Guignabaudet. Donc ça attriste un peu le lancement de cette série, mais justement, ça sera l'occasion, je crois, de faire avec toute l'équipe une projection, et sans doute en présence de Mathilde Seigné, qui en est l'héroïne, et qui interprète donc Sam, une professeure de français peu orthodoxe, plébiscitée par ses élèves, mais bousculée par ses proches, un personnage vraiment fort et anticonformiste, comme les aime Mathilde Seigné. Alors, on arrive sur les 2 séries wallonnes, donc de la RTBF. Ennemi public, qui sera donc la série qui est vraiment inédite, qui sera lancée qu'au mois de mai, ou sur un tueur d'enfants, qui n'est pas sans évoquer un certain Marc Dutroux, mais ce n'est pas lui, libéré après 20 ans d'emprisonnement et qui se retrouve placé dans un monastère dans les Ardennes belges, un polar psychologiquement perturbant qui interroge la question de la réinsertion et du pardon. Et puis La Trêve, qui lui se passe aussi dans un petit village très isolé des Ardennes. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait très envie d'aller se balader dans les Ardennes après ces 2 séries, mais en tout cas, c'est 2 fois filmé de manière assez splendide. Une série qui happe le spectateur par son intrigue, ses personnages dérangeants, son atmosphère assez poisseuse. C'est presque un petit True Detective wallon. En tout cas, 2 séries à découvrir sur grand écran avec leurs équipes. Et puis, nous aurons toujours, comme chaque année, une série québécoise. C'est toujours une bonne qualité de production. En provenance, pour la première fois, de la chaîne à péage Super Écran. C'est sa première création originale. Marche à l'ombre, rien à voir avec la chanson de Renaud. Une chronique sociale frappante de justesse sur des agents de probation sous pression qui tentent de vivre leur vie tout en essayant de réinsérer des détenus en liberté conditionnelle. Un petit coup de cœur de l'équipe, et pareil, les créateurs seront là. Je dois noter que nous aurons un work in progress d'un titre qu'on aurait peut-être pu attendre dans cette sélection, mais sur lequel il y a beaucoup d'enjeux. Elle sera lancée le 5 mai en France, c'est Marseille. Série de Netflix, première production française, qui sera donc lancée simultanément dans 160 pays le 5 mai. Et on fera un retour sur la jeunesse de cette série avec une partie de l'équipe artistique, et on a déjà la présence confirmée de Florent Emilio Siri. On attend les autres noms, et nous aurons sans doute des images absolument exclusives pour la première fois projetées sur grand écran avant le vrai lancement de cette série Marseille. Alors pour se détendre, on a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a des séances vraiment très spéciales. Oui, un marathon comédie, que je commence par le marathon comédie. J'avoue que cette année, on l'adore, ce marathon comédie. Je crois qu'on est très content des 6 titres. L'équipe qui s'y est penchée s'est bien amusée. Je vais aller très vite. Bon, je peux citer Baskets, série FX, nouvelle création de Louis C.K. autour d'un clown raté. Je n'en dirai pas plus. The Family Law, produite par Tony Ayers, qui avait fait The Slap, sur une famille asiatique particulièrement dysfonctionnelle. Crashing, sur une cohabitation chez les Britanniques de Channel 4, assez déchaînée dans un hôpital désaffecté. Crazy Ex-Girlfriend, vous avez vu la jeune femme très en forme sur son bretzel géant. Donc une comédie musicale assez délirante, interprétée et créée par cette jeune femme. Splitting Up Together, série danoise, sur une séparation annoncée par un couple à sa famille, mais où on ne veut pas vraiment déménager pour ne pas trop perturber les enfants. Et puis on terminera par Angie Tribeca. Vous avez vu aussi cette autre jeune femme très en forme dans sa salle de bain, où c'est vraiment la parodie totale du thriller formaté par Steve Carell dans un esprit très y a-t-il un pilote dans l'avion. Et je dois dire qu'après avoir vu 150 thrillers, ça fait du bien. Alors, l'Orient Extrême, alors là, c'est vraiment une séance spéciale. Très spéciale. Tu as déjà parlé de Prison School, cette série japonaise. On les regroupera, ces 2 séances un peu extrêmes en venue d'Asie.
Donc une production dite no limit japonaise dans l'esprit manga adulte, assez pigeonnant et pas mal SM. Et puis nous aurons Half Worlds, un thriller assez étonnant en provenance de HBO Asie, qui oscille entre science-fiction et fantasy, avec une sorte d'héroïne héritière de Buffy en Indonésie. Voilà, alors après, on va peut-être pas les citer, mais je vais dire qu'il y a beaucoup de séries, de web-séries, comme on est un petit peu en retard, on va pas forcément les citer maintenant. Venez les voir, il y a un véritable engouement, il y a maintenant des moyens pour le développement des web-séries. On en a reçu, Frédéric. On en a évalué 83, c'est l'équipe spécifique qui s'est penchée là-dessus. On a évalué 83 venant de 14 pays, et il y en a 16 retenus en provenance de 9 pays, dont des vrais petits bijoux. Vous avez vu. Vous aurez la liste à la sortie dans le dossier de presse. Alors, et je rappelle juste qu'on peut les visionner 2 semaines en avance et voter. Les internautes peuvent voter en amont, donc les voir un peu en amont du festival. Et puis 2 séances incarnées avec plusieurs auteurs qui seront présents pour les voir sur grand écran. C'est important de le rappeler. Alors, Sérimania, c'est aussi beaucoup de rencontres, beaucoup de tables rondes, beaucoup de conférences ouvertes au public. Oui, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous donner les titres des conférences, des tables rondes qu'on va avoir. On commencera comme toujours par une table ronde Allociné qui fait un peu la préouverture ici, animée par Thomas Détouche, responsable éditorial d'Allociné. Cette année, il se posera la question avec d'autres journalistes de l'avenir des séries est-il dans son passé ? On a vu la réactivation de X-Files, on annonce celle de Twin Peaks. Ensuite, une autre série importante avec un thème pas suffisamment abordé, c'est « Y a-t-il un rire au féminin ?» C'est venu évidemment du constat que dans le marathon comédie, on avait beaucoup de séries de femmes et qu'elles contribuent énormément aujourd'hui à ce genre. Ça sera un duo haut en couleur qu'on est ravis d'accueillir pour faire cette conférence, Renan Cros et Yael Simkovic. C'est une conférence en partenariat avec Soap Magazine qui traite ce sujet dans son dernier numéro. Ensuite, quelque chose de plus sérieux, mais qui est très important, et je pense que ça sera passionnant, une conférence de Dominique Moisy, qui vient de publier un livre intitulé « La géopolitique des séries » chez Stock. Et donc cette conférence intitulée « Violence des séries, violence du monde », animée par Olivier Joyard, qui est aussi passionné par ce sujet. Et puis enfin, nous aurons une conférence un peu spéciale, je pense qu'il sera un peu happening, avec, cette fois-ci je l'appelle le docteur Thomas Détouche, toujours de Allociné, sur la réunion des sériphiles anonymes. Sommes-nous vraiment addicts ? Une série un peu collective de confessions publiques où nous essaierons de déterminer ensemble à partir de quel moment ça devient vraiment grave de regarder des séries. Voilà, et je parle aussi de 2 tables rondes professionnelles, plus sérieuses mais importantes, qui seront également ouvertes au public avec la SACD comme partenaire. L'une intitulée « Comment mieux accompagner les auteurs dans l'innovation ?» parce qu'on demande beaucoup aux auteurs d'innover en France, mais on fera un point sur en ont-ils la possibilité et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les aider. Et puis sur la place des réalisateurs dans les séries, également l'occasion de voir plusieurs réalisateurs parler de leur métier en public autour d'une table ronde en partenariat avec la SACD. Je vais terminer rapidement avec l'espace professionnel et ce rendez-vous de 3 jours des 1000 professionnels accrédités au festival. Ils sont 1000, français et étrangers. Ils investissent le Forum des images, ils se réunissent entre la vidéo library où ils peuvent voir beaucoup de programmes, le bar où naissent les projets, c'est toujours plus facile de faire naître un projet autour d'une coupe de champagne. Bien évidemment, les assises du financement des séries avec notre grand partenaire que je remercie beaucoup, le CNC, et des nouveaux rendez-vous comme Next to Come from France avec TVIFI, qui sera l'occasion de montrer les séries françaises en préparation aux acheteurs étrangers. Et on y tient. Et bien évidemment, j'allais dire, tous les rendez-vous arrosés du forum de coproduction. Le forum de coproduction, c'est ce rendez-vous qui s'est imposé très, très vite comme un rendez-vous indispensable pour ceux qui veulent cofinancer des séries. Nous recevons, combien on a reçu cette année ? 191 projets très différents. On en a sélectionné 16. Et tous ces projets seront pitchés devant la crème de la profession européenne et mondiale et devront donner naissance, je l'espère, à des futures séries. Alors juste, et je ne vais bien évidemment pas les citer, mais juste vous donner les tendances. Alors une des tendances a été l'anticipation. On voit que le fait d'aller sur Mars a inspiré vraiment beaucoup de gens à échauffer les imaginations. Du thriller sous toutes ses formes, mais de plus en plus élaboré. Les terroristes et les migrants, la période nous pousse bien évidemment
à regarder ce qui se passe et ces nouveaux phénomènes donnent l'occasion de projets politiques. Un autre motif de satisfaction et une grosse tendance, ce sont les personnages féminins aux manettes. On a plein d'Erin Brockovich qui veulent changer le monde, et j'espère qu'elles vont y arriver, en tout cas dans les séries. Et puis, le retour sur l'histoire. Beaucoup de projets historiques, et plutôt une histoire réconciliatrice, plutôt une histoire sur des époques bénies, en fait, et sympathiques de l'histoire européenne ou mondiale. Voilà. Avant de vous laisser la parole, je vais simplement vous rappeler que la billetterie pour la soirée d'ouverture au Grand Rex avec vinyle est ouverte dès maintenant. Dès ce soir. Dès ce soir. Maintenant, non, dès maintenant. Ah là, ça y est, vous pouvez y aller. Et là. que la billetterie, d'une manière générale, sera ouverte, là, c'est une anti-sèche, le 7 avril. Le 7 avril. Juste signaler que nous avons effectivement 2 autres salles à l'UGC cette année qui va nous permettre de rediffuser chacun des nombreux titres que je vous ai cités pour donner plus de chance quand même aux spectateurs de mieux voir les séries avec un nombre plus important de séries. Et on commencera donc dès 11h30 et midi le matin à l'UGC. Ça vous permet d'étaler un peu les projections et de pouvoir ne pas être confronté à des choix cornéliens entre 3 salles chaque soir et d'avoir accès à un plus grand nombre de titres. Donc ça, on en est absolument ravis. Merci à UGC. J'en profite pour saluer Antoine Cabot, qui est le directeur de ce bateau amiral, l'UGC Ciné-Cité, à côté. C'est vraiment un traitement royal. Merci. Vous serez à l'UGC, vous y êtes déjà comme chez vous, mais vous serez à l'UGC encore à Sérimania. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie. Maintenant, avant d'aller boire un verre, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est toujours difficile, on a beaucoup parlé. Oui ? Ah, c'est très intéressant de savoir ce qu'il n'y a pas. En fait, pour répondre à la question, c'est plutôt de se rendre compte que les pays se spécialisent. Par exemple, les pays nordiques, on l'a vu, il y a énormément de thrillers. La France se cherche encore. Elle expérimente dans les genres, mais par exemple, elle se penche peu sur sa propre société. On commence à aborder en France les genres politiques, mais s'il y avait par exemple un manque, ça serait de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas se pencher sur notre société ? Ce qu'on voit aussi, les innovations, c'est quand je parle par exemple de HBO Europe et de l'arrivée de la Pologne, la Roumanie, la Tchéquie, c'est de voir des modes de vie. On n'a pas ces images-là de ces pays. Donc ça, c'est quelque chose, ça c'est une ouverture. C'est comme ça qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et on a toujours le grand regret de se dire il y a des pays qu'on n'arrive pas à montrer sur grand écran. Quand la Turquie, qui s'exporte énormément dans les Balkans, fait des séries qui se déroulent sur 8 mois à raison d'un épisode qui va réunir toute la famille toute l'après-midi, où il va y avoir des battements de cils comme ça, où on passe toucher que ça. Pour nous, c'est compliqué encore à montrer. Donc là, par exemple, on n'a pas trouvé la clé. C'est plutôt ces choses-là. Oui, on a des vrais regrets de territoire. Cette année, on est allé assez loin dans l'exploration. On avait plusieurs conseillers, d'ailleurs, dont certains sont là, je les salue. Et on a vraiment essayé de trouver des séries. Mais je pense qu'il y a des territoires qui sont en train de mûrir. On pense à l'Afrique. On aura une table ronde sur la naissance des séries africaines. Il y a quelque chose vraiment qui se prépare dans les tables rondes professionnelles. On en aura aussi dans la vitrine internationale, là où on a une sélection élargie de séries pour les professionnels dans cette vidéothèque géante. On a des titres d'autres pays. Il y a des territoires où on aimerait en trouver plus d'Inde, d'Afrique, mais je pense que ça vient là. Et puis il y a par exemple le Japon et la Corée pour qui un festival de séries télé, ça n'existe pas. Les Japonais n'ont pas les droits pour aller en festival. Ils ne comprennent pas. Pour eux, la télé, c'est toujours la lucarne. On n'a pas besoin d'aller en festival. Alors ça va venir, mais il faut un peu évangéliser. Et plutôt en japonais d'ailleurs. D'autres questions ? Oui ? Ben si, on a c'est cette fameuse coproduction Jour polaire. Ben alors il y a du français dans cette série. Il y a du français, de l'anglais et du suédois, mais c'est effectivement une coproduction internationale. En fait, on a joué un peu de malchance sur le lancement d'une série qui s'appelle Section 0 d'Olivier Marchal et qui va être lancée juste 2 semaines avant. Donc comme dans cette section, on tient à avoir des séries pas encore lancées sur les chaînes nationales, on va dire qu'à 15 jours près, on aurait pu évidemment inclure Section 0. Mais c'est aussi un timing de diffusion qui parfois tombe mal. On aurait pu, mais on est vraiment très très heureux d'avoir Jour polaire parce que je pense que ça va être un des gros chocs de l'année. Pour la création originale, je pense que c'est quelque chose dont ils sont le plus fiers et c'est une série qui ne sera lancée qu'à l'automne. Donc c'est vraiment assez exceptionnel.
Une autre question? Oui, madame, devant. Alors la question, c'est sur l'absence des séries de France Télévisions alors, françaises. en fait, Oui. c'est vrai, vous avez raison, parce qu'en fait, les séries de France Télévisions, et on s'en réjouit pour France Télévisions, sont un gros succès. Et donc, on est plutôt à France Télévisions dans la reconduction de séries et de saisons déjà existantes. On est à la saison 8, je crois, de Fais pas ci, fais pas ça. La saison, je ne vais pas me mélanger, 4 de Shérif et 5 de Candice Renoir. On sait 3 de Cain. 3 de Cain. Donc, comme nous ne montrons que les nouvelles séries, il y a effectivement un petit manque du côté de France Télévisions. On a vraiment essayé, hein, ils ont essayé, mais effectivement, je pense qu'en 2017, il y aura des nouvelles séries France Télévisions, mais là, effectivement, voilà, c'était le planning de production qui faisait qu'ils ont eu tellement de succès l'année dernière, reconduit avec des saisons suivantes, qu'il n'y avait pas encore de lancement de nouveaux titres cette année, en tout cas prêt à temps pour Sérimania. Il y en aura peut-être en fin d'année. Et j'ai juste une deuxième petite question par rapport au territoire. J'ai peut-être raté, mais en Europe du Sud, vous n'avez pas trouvé grand-chose? Alors oui, on en a reçu. Hein. Oui, on en a reçu. Après, une sélection, c'est toujours un exercice difficile. Si, il y a quand même un renouveau en Italie, en Espagne. On en a reçu beaucoup. On en verra d'ailleurs dans le forum de coproduction parce qu'on en a retenu de ces pays-là. Là, on n'en a pas sélectionné, effectivement. L'année dernière, on a reçu plusieurs séries italiennes qui étaient assez intéressantes. Il y en a une ou deux qui sont dans la vitrine internationale. Mais je veux dire qu'en Italie, les séries de la RAI, par exemple, continuent à être des formats 90 minutes, un peu spécifiques. Des fois, c'est des 2 fois, 3 fois épisodes. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, on a quand même une série de production espagnole avec cette série sur la Havane de Leonardo Padura qui est produite par des Espagnols, pour le coup. Alors, moi, j'ai l'impression surtout que, il y a une diversité des formats. Il y a beaucoup maintenant de 30 minutes, hein, en fait. Ce qui d'ailleurs est un problème pour nos chaînes, hein, souvent, parce que nous, les chaînes françaises ont peu de formats 30 minutes, alors qu'il y a beaucoup de productions 30 minutes. Et pas seulement en comédie, parce que d'habitude, c'est des formats plutôt réservés aux comédies, dramédies. Et c'est vrai que cette année, par exemple, on a eu la surprise de voir arriver, vous verrez, The Girlfriend Experience de Steven Soderbergh, et c'est du format 30 minutes. Donc voilà, et puis la série de Sayed Quechua, c'est du 30 minutes. On a plusieurs formats qui arrivent comme ça. Et de l'autre côté, par exemple, les gens de Netflix, eux, se soucient pas de la longueur. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un pilote de 2 heures, et puis après un premier épisode à 45 minutes, un deuxième à 55, etc. Ce qui, pour les chaînes traditionnelles, pose de vrais problèmes de cases. Donc on voit qu'il y a toute une révolution comme ça sur les formats. Sans parler de Martin Scorsese, qui quand il fait des pilotes, je suis pas sûr qu'il ait compris que ce soit une série, parce qu'il fait 1h40, lui, mais bon... Voilà, c'est après même celle avec James Franco 11-22-63, le pilote qu'on montrera en clôture fait 1h20. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci.